Bonjour Reddit, je n'ai jamais rien écrit de tel auparavant, mais j'ai l'impression que j'ai besoin de tout sortir. J'ai lu suffisamment de messages ici pour savoir que ce n'est pas l'histoire la plus inhabituelle au monde, mais c'est la mienne, et je la porte depuis trop longtemps. Je ne sais même pas ce que je recherche, peut-être juste un moyen de donner un sens au chaos. Quoi qu'il en soit, voilà. Je suppose que je devrais commencer par le commencement, ce qui est toujours la partie la plus difficile à admettre. J'ai grandi dans une petite ville étouffante au milieu de nulle part. Il n'y avait pas grand-chose à voir, à part des kilomètres de champs ouverts et des routes fissurées qui semblaient ne mener nulle part. Mes parents, appelons-les Gilles et Marc, étaient le genre de personnes qui n'auraient pas dû avoir d'enfants. Je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais maintenant, avec le recul, c'est trop évident. De l'extérieur, tout semblait parfait. Papa avait un travail décent à l'usine locale, et maman était une de ces femmes qui passaient trop de temps à maintenir les apparences, me disant toujours de sourire davantage, de me tenir droit et de m'assurer de ne pas la faire honte. Mais à huis clos, c'était une toute autre histoire. Maman était le marionnettiste, contrôlant chaque mouvement, chaque décision et chaque pensée. Je ne pouvais pas respirer sans qu'elle me dise que je le faisais mal. La maltraitance n'a pas toujours été physique, même s'il y a eu des moments, comme la fois où j'ai laissé tomber un verre au dîner et qu'elle m'a giflé si fort que j'ai vu des étoiles. Mais c'était surtout mental, psychologique, la façon dont elle me rabaissait avec ses mots, me faisant sentir que je ne valais rien. Elle avait cette façon de me regarder comme si je n'étais rien, comme si j'étais une chose honteuse et brisée qu'elle ne savait pas comment réparer. Je pense que le pire était à quel point elle était douée pour faire en sorte que tout paraisse normal pour les autres. Elle portait son masque de mère parfaite si bien que personne ne pouvait soupçonner ce qui se passait. Papa n'était pas mieux. Il n'était pas violent au sens traditionnel du terme, mais il était absent de toutes les manières qui importaient. Il s'asseyait dans son fauteuil après le travail, buvant une bière et fixant la télévision, pendant que je me tenais debout dans la cuisine à écouter maman fulminer sur la façon dont je n'étais pas assez bien. Je ne pouvais jamais être à la hauteur de ses attentes. Mes notes n'étaient pas assez élevées, je n'étais pas assez sociable, je ne faisais pas de sport comme les autres enfants. Elle me disait que j'étais trop mou, trop faible et qu'aucune fille ne voudrait être avec moi. J'ai commencé à le croire après un certain temps. Je veux dire, si ta propre mère ne t'aime pas, qui le fera? La maison était un champ de mines. Je ne savais jamais ce qui allait la faire exploser. Un jour, c'était le fait que je n'avais pas nettoyé ma chambre correctement, et un autre jour, c'était parce que j'avais eu un B à un examen de mathématiques. Elle était obsédée par la perfection et j'étais sa plus grande déception. Je pense que c'est ce que je détestais le plus chez moi, que je n'étais pas l'enfant en or qu'elle pouvait exhiber comme un trophée. Au lieu de cela, j'étais un enfant maladroit et timide qui voulait juste disparaître. J'ai commencé à compter les jours jusqu'à ce que je puisse partir. Mais chaque fois que je pensais à m'enfuir, quelque chose me retenait. Peut-être était-ce la peur, peut-être était-ce le fait que, aussi horrible soit-il, ils étaient toujours mes parents. L'école n'était pas beaucoup mieux. C'était un lycée de petite ville où tout le monde se connaissait, et si vous ne rentriez pas dans l'une des cases préassignées, vous étiez pratiquement invisible. Ou pire, une cible. J'étais ce dernier. Je n'avais pas la confiance nécessaire pour me défendre, alors je suis devenu l'enfant que tout le monde harcelait. S'ils ne me poussaient pas dans les casiers, ils se moquaient de moi à la cafétéria. Les enseignants ne s'en rendaient pas compte, ou s'ils le faisaient, ils s'en fichaient. J'étais juste un autre enfant maladroit qui n'appartenait à nulle part. J'étais invisible à la maison et j'étais invisible à l'école. J'avais l'impression de m'effacer petit à petit, et personne ne remarquerait si je disparaissais complètement. La seule chose qui me faisait avancer était l'idée de m'échapper. Je savais que je devais sortir de cette ville. Je devais m'éloigner de mes parents, de tout ce qui me les rappelait. Alors je me suis concentrée sur mes études. C'était la seule chose que je pouvais contrôler. Je pensais que si je pouvais obtenir des notes suffisamment bonnes, je pourrais peut-être entrer dans une université décente et enfin m'échapper. J'ai travaillé comme un fou, restant éveillé tard le soir, étudiant des manuels, ignorant les bruits de maman criant après papa en bas. C'était mon ticket de sortie et je n'allais laisser rien m'arrêter. Je suis entrée dans une université d'État, ce qui a été ma première vraie victoire. C'était à des heures de chez moi, et c'était tout ce qui m'importait. Je me souviens du jour où je suis partie pour l'université. Maman a essayé de faire comme si elle était fière, comme si elle avait quelque chose à voir avec ma réussite. Mais j'ai pu le voir dans ses yeux, elle ne voulait pas que je parte. Elle voulait me garder sous son contrôle, comme une sorte de marionnette tordue qu'elle pouvait manipuler. Mais je m'en fichais. J'ai emballé mes affaires, j'ai fait un rapide au revoir et je suis partie sans regarder en arrière. L'université était ma chance de recommencer à zéro, et j'ai fait de mon mieux pour me réinventer. Je me suis fait des amis, je me suis impliquée dans des clubs et j'ai essayé d'être la personne que j'avais toujours voulu être. Mais les cicatrices de mon enfance n'ont pas disparu simplement parce que j'ai quitté la maison. Elles m'ont suivi partout. J'avais encore cette voix dans ma tête, la voix de maman, me disant que je n'étais pas assez bien, que j'allais échouer, que je ne méritais aucune des bonnes choses qui m'arrivaient. C'était comme si elle me contrôlait encore,
même à des kilomètres de distance. Les choses ont empiré après l'obtention de mon diplôme. Je pensais qu'obtenir mon diplôme serait le dernier clou dans le cercueil de mon ancienne vie, mais au lieu de cela, cela n'a fait que compliquer les choses. Je n'ai pas pu trouver de travail tout de suite et la pression a commencé à monter. Je ne voulais pas rentrer à la maison, mais mes économies s'épuisaient et j'étais désespérée. C'est alors que j'ai pris la décision de disparaître. J'ai fait mes valises dans ma voiture, j'ai retiré le peu d'argent qu'il me restait et j'ai conduit jusqu'à ce que je ne puisse plus conduire. J'ai atterri dans une petite ville au milieu de nulle part. Ce n'était pas exactement ce que j'avais prévu, mais cela semblait être un endroit sûr pour recommencer. J'ai trouvé un emploi dans un restaurant, travaillant de longues heures pour un salaire minime, mais c'était suffisant pour me maintenir à flot. Je n'ai dit à personne où j'allais, pas même à mes amis de l'université. J'ai simplement coupé les ponts et disparu. J'étais terrifiée à l'idée que, si je restais en contact avec quelqu'un, mes parents me trouveraient, et je ne pouvais pas prendre ce risque. Je devais me libérer. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. Je ne regardais pas constamment par-dessus mon épaule, attendant que quelqu'un me crie dessus ou me rabaisse. Je pouvais respirer, même si ce n'était que dans les moments calmes entre les quarts de travail au restaurant. J'ai loué un petit appartement au-dessus d'une vieille librairie, et le propriétaire, un homme plus âgé nommé Hank, était l'une des rares personnes en qui j'avais confiance. Il ne posait pas trop de questions et je n'offrais pas trop de réponses. C'était une existence tranquille, mais après tout ce que j'avais traversé, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Mais, bien sûr, cela n'a pas duré. Un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé une lettre sous ma porte. Il n'y avait pas d'expéditeur, juste mon nom griffonné dans l'écriture familière de maman. Mon cœur s'est effondré. Je n'avais dit à personne où j'étais, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle m'avait trouvé. Je n'ai pas ouvert la lettre au début. Je l'ai juste regardée, sentant les murs se refermer autour de moi. Tous les progrès que je pensais avoir accomplis, toute la distance que j'avais mise entre mon passé et moi, j'avais l'impression que tout s'effondrait. J'ai finalement ouvert la lettre. Elle était courte, seulement quelques phrases, mais c'était suffisant pour me faire perdre le contrôle. Elle disait qu'elle savait où j'étais et qu'elle voulait que je rentre à la maison. Elle le faisait sonner comme une invitation, mais je savais que ce n'était pas le cas. C'était un ordre. Elle me tirait à nouveau, comme elle le faisait toujours, et je ne savais pas comment l'arrêter. Je n'ai pas répondu à la lettre, mais j'ai commencé à remarquer de petites choses, comme la sensation d'être observée en rentrant du travail à pied, ou la façon dont mon téléphone sonnait avec un numéro que je ne reconnaissais pas, seulement pour que la personne raccroche dès que je répondais. C'était comme si elle avait ses griffes sur moi à nouveau, même à distance. Je suis toujours dans cette ville, essayant toujours de trouver comment avancer. Je pensais que fuir suffirait, mais je commence à réaliser que, peu importe à quel point je vais loin, les ombres de mon passé m'entrent toujours, et je ne sais pas quoi faire à ce sujet. Bonjour Reddit, je suis de retour. Je ne m'attendais pas à ce qu'autant d'entre vous répondent à mon premier message, et je suis reconnaissant à tous ceux qui ont tendu la main. C'est étrange de publier toutes ces choses pour que des étrangers les voient, mais honnêtement, cela m'a aidé à tout traiter. Je ne pensais pas que je réécrirais si tôt, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois que j'ai posté, et je suppose que j'ai besoin de sortir ça de ma poitrine. Après avoir reçu cette lettre de ma mère, j'ai été désemparée pendant un certain temps. C'était comme si tout ce que j'avais construit pour moi-même depuis que j'avais fui s'effondrait et je ne savais pas comment y faire face. J'étais terrifiée à l'idée que mon passé me rattrape à nouveau, que je sois ramenée de force dans le même cycle toxique auquel j'avais à peine échappé. Mais quelque chose en moi s'est cassé. J'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à fuir pour toujours, à vivre dans la peur de ce qu'ils pourraient faire. J'ai donc pris une décision, je n'allais pas les laisser contrôler ma vie plus longtemps. J'avais travaillé trop dur pour m'éloigner de tout cela et je n'allais pas tout gâcher. La première chose que j'ai faite a été de quitter mon emploi au restaurant. Ce n'est pas que je le détestais, cela m'avait aidé à survivre pendant un certain temps, mais je savais que je ne pouvais pas continuer à me cacher là-bas. J'avais un diplôme, après tout, et j'ai pensé qu'il était temps que je commence à l'utiliser. Je n'étais pas sûre par où commencer, alors j'ai fait ce que ferait n'importe quel jeune de 20 ans perdu. J'ai parcouru les sites d'emploi en ligne et j'ai postulé pour tout ce qui était vaguement lié au graphisme. Peu importait que je n'ai aucune expérience, j'étais déterminée à entrer dans le domaine et je savais que j'avais les compétences pour le soutenir. Après ce qui a semblé une éternité à envoyer des CV et à recevoir des emails de rejet, j'ai finalement reçu un appel d'une petite entreprise de conception dans une ville voisine. Ils avaient besoin d'un concepteur junior pour aider sur quelques projets de base, et même si ce n'était pas exactement le travail de mes rêves, c'était un début. Je me souviens encore de l'énergie nerveuse qui me traversait en entrant dans ce bureau pour mon premier jour. L'entreprise s'appelait Creative Mans, une petite agence en pleine croissance dirigée par une femme intense nommée Diane. Diane était le genre de patronne qui ne tolérait pas les excuses et j'ai vite compris qu'elle n'était pas intéressée à me tenir la main. Elle m'a jeté dans le grand bain, et honnêtement, c'était terrifiant. Mais avec le recul, je pense que c'est ce dont j'avais besoin. J'ai travaillé de longues heures,
apprenant les ficelles du métier. Au début, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai gâché quelques présentations clients, j'ai raté les couleurs et les mises en page, et j'ai même accidentellement envoyé un brouillon inachevé à un client important. Celui-là a été un cauchemar à réparer. Mais chaque fois que je me trompais, j'apprenais quelque chose de nouveau. Diane n'était pas du genre à se laisser aller, mais elle voyait du potentiel en moi. Elle faisait des remarques sarcastiques sur mes erreurs, mais au fond, je pense qu'elle respectait le fait que je n'abandonnais jamais. En un an, je n'étais plus seulement un concepteur junior. J'avais appris vite et je dirigeais mes propres petits projets. Ma confiance a grandi, tout comme mon portfolio. Diane a commencé à me confier des clients plus importants. Avant que je ne m'en rende compte, je travaillais avec des noms dont je n'avais rêvé qu'au début. Le travail était épuisant, bien sûr, mais aussi exaltant. Je créais, je construisais quelque chose à partir de rien, et j'adorais chaque minute. Les choses ont pris une tournure inattendue environ 2 ans plus tard. Un matin, j'ai été appelée dans le bureau de Diane et elle avait l'air plus sérieuse que d'habitude. Je pensais que j'avais encore foiré, mais au lieu de cela, elle m'a tendu un dossier et m'a dit de m'asseoir. À l'intérieur du dossier se trouvait une offre de promotion, directeur de la création. Apparemment, la conceptrice senior qui avait occupé ce poste partait pour créer sa propre agence, et Diane voulait que je prenne le relais. J'étais stupéfait. Je n'avais jamais imaginé que je serais promu si vite, mais c'était là, juste devant moi, ma chance d'assumer un rôle de leadership et de façonner la direction du travail créatif de l'entreprise. J'ai accepté la promotion, évidemment, et avec elle est venue plus de responsabilités que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Soudain, je ne me contentais plus de concevoir, je gérais une équipe, je supervisais des projets du début à la fin et je traitais directement avec les clients. C'était accablant au début, mais j'ai prospéré sous la pression. Je pense que toutes ces années passées à marcher sur des œufs avec mes parents m'avaient préparé à des environnements à haute pression d'une manière étrange. Rien de ce que Diane ou un client pouvait me lancer n'était pire que la peur avec laquelle je vivais tous les jours. Avec la promotion est venue une augmentation de salaire substantielle. Pour la première fois de ma vie, je ne vivais pas d'un chèque de paie à l'autre. J'ai commencé à penser à mon avenir, à ce que je voulais de la vie au-delà de la simple survie. J'avais vécu dans un petit appartement d'une chambre au-dessus de cette vieille librairie, et même si cela avait servi son objectif, j'étais prêt pour quelque chose de plus permanent, quelque chose qui ressemblait à un vrai chez moi. C'est alors que j'ai commencé à chercher des maisons. Je n'avais pas vraiment de grands projets, mais j'ai pensé que cela ne ferait pas de mal de regarder ce qui était disponible. Après quelques semaines à parcourir les annonces en ligne, je l'ai trouvée, une maison de 3 étages à la périphérie de la ville, au prix de 170 000 $. Elle était un peu délabrée, mais je pouvais voir le potentiel. Elle avait de grandes fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière naturelle, une grande cour arrière et suffisamment d'espace pour que je puisse m'agrandir. J'ai visité l'endroit, j'en suis tombé amoureux, en quelques mois, c'était le mien. Emménager dans cette maison a semblé être le début d'un nouveau chapitre. J'étais si loin de l'enfant effrayé et brisé que j'avais l'habitude d'être, et maintenant j'avais quelque chose à montrer, un endroit qui était le mien, que j'avais gagné. J'ai passé des semaines à le rénover, à peindre les murs, à meubler les pièces et à en faire un espace qui me ressemblait. J'ai même commencé à faire des travaux de conception indépendants en utilisant l'une des pièces de rechange comme bureau à domicile. La vie commençait enfin à se stabiliser. Bien sûr, il n'a pas fallu longtemps pour que les choses se compliquent à nouveau. Environ 1 an après mon nouveau poste de directeur de la création, l'entreprise a signé un énorme client, une société de technologie qui lançait un nouveau produit et avait besoin d'une refonte complète. C'était le genre de projet qui pouvait faire ou défaire l'entreprise, et Diane a clairement indiqué que la pression était forte. Je me suis donné à fond, restant tard le soir, gérant la charge de travail de mon équipe et rencontrant constamment les clients pour m'assurer que tout était parfait. Le stress était fou, mais j'étais déterminé à faire mes preuves. Les choses semblaient bien se dérouler jusqu'à ce que l'un des concepteurs juniors de mon équipe, un gars nommé Tyler, commence à agir bizarrement. Il était calme, renfermé et ne respectait pas les délais. Au début, je n'y ai pas beaucoup pensé, tout le monde était soumis à beaucoup de pression, mais ensuite j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Il arrivait en retard, avait l'air débraillé, et une fois je l'ai surpris dans les toilettes en train de transpirer et nerveux, comme s'il était défoncé. Je savais que je ne pouvais plus l'ignorer. Un soir, après le départ de tout le monde, je lui ai demandé de rester pour discuter. Au début, il a essayé de me repousser, disant qu'il était juste fatigué et surmené, mais je pouvais voir à travers les excuses. Finalement, il s'est effondré et a admis qu'il avait un problème de drogue. Il avait utilisé des stimulants pour suivre la charge de travail, mais cela était devenu incontrôlable. J'étais sous le choc. Tyler était l'un des concepteurs les plus talentueux de mon équipe et je ne l'avais pas vu venir. Je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait le virer sur le champ, mais une autre partie de moi se souvenait de ce que c'était que de se sentir piégé, de sentir qu'il n'y avait pas d'issue. J'en ai parlé à Diane et nous avons convenu de lui donner une dernière chance.
Nous lui avons offert du soutien, l'avons mis en contact avec un conseiller et avons réduit sa charge de travail afin qu'il puisse se concentrer sur son rétablissement. Ce n'était pas une décision facile et ce n'était pas sans risque, mais je ne pouvais pas me résoudre à le jeter simplement. Le projet a continué, mais le stress commençait également à me peser. Je gérais tout, la situation de Tyler, les exigences du client et mes propres attentes, et cela commençait à m'user. Je me réveillais au milieu de la nuit le cœur battant, incapable de me rendormir parce que mon esprit n'arrêtait pas de tourner. Je restais allongé là, fixant le plafond, me demandant si j'étais dépassé. Et puis, juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, j'ai reçu une autre lettre de ma mère. Celle-ci n'était pas comme la précédente. Il n'y avait pas de manipulation subtile, pas de prétention de se soucier de moi. Cette lettre était pleine de rage. Elle a écrit sur la façon dont je les avais abandonnés, comment j'étais un enfant ingrat, comment ils avaient tout sacrifié pour moi et je les avais remboursés en m'enfuyant. Elle m'a accusé d'être égoïste, de penser que j'étais trop bien pour eux, et a même menacé de venir me chercher si je ne rentrais pas à la maison et ne réglais pas les choses. Lire cette lettre a ramené toutes les vieilles peurs, toute la vieille colère. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis des années et je n'avais pas l'intention de commencer maintenant. Mais la menace qu'ils se présentent à ma porte, qu'ils envahissent cette nouvelle vie que j'avais construite pour moi-même, m'a paniqué. Je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas qu'ils aient le moindre pouvoir sur moi, mais l'idée de les affronter me terrifiait. Alors j'ai fait ce que j'avais toujours fait, je me suis concentré sur mon travail. Je me suis lancé dans le projet, travaillant tard dans la nuit, poussant mon équipe plus fort que jamais et essayant de noyer le bruit dans ma tête. Mais peu importe combien je travaillais, peu importe combien j'essayais de me concentrer, la peur persistait, me rongeant de l'intérieur. Le projet de refonte a finalement été achevé et le client était ravi. Ce fut un énorme succès pour l'entreprise, et même Diane m'a pris à part pour me dire à quel point elle était impressionnée par la façon dont j'avais tout géré. Mais au lieu de me sentir fière, je me suis sentie vide. Je m'étais poussée à bout, j'avais sacrifié mon propre bien-être, et pourquoi? Pour prouver que j'étais assez bien? Pour prouver que je n'étais pas l'enfant effrayé que ma mère avait toujours dit que j'étais? La victoire semblait creuse. J'avais passé tellement de temps à fuir mon passé, à essayer de construire une vie séparée de tout d'où je venais, mais je commençais à réaliser que, peu importe à quel point je courais, ce serait toujours là, qui rôde en arrière-plan. Je ne sais pas quelle est ma prochaine étape. J'ai construit une carrière, une vie, une maison. Mais les ombres de mon passé sont toujours là, et je commence à me demander si je leur échapperai un jour vraiment. Merci d'avoir écouté, Reddit. Je n'ai pas encore toutes les réponses, mais peut-être qu'écrire tout cela m'aidera à comprendre quoi faire ensuite. Bonjour Reddit, ça fait un moment. J'ai beaucoup à vous raconter, et honnêtement, je n'arrive toujours pas à croire tout ce qui s'est passé. Après mon dernier message, les choses sont devenues incontrôlables d'une manière que je n'aurais jamais attendue, et j'ai l'impression de vivre un cauchemar. Mais je suppose que je devrais commencer par le commencement. Environ un an s'était écoulé depuis que j'avais acheté ma maison et la vie commençait enfin à se stabiliser à nouveau. Le travail allait bien. Après l'énorme projet de refonte, je m'étais bâti une réputation dans l'industrie du design et je recevais des offres pour travailler sur des projets dont je n'aurais pu rêver que quelques années auparavant. Mon équipe me respectait, Diane était satisfaite de mes performances et l'entreprise prospérait. J'avais même repris quelques concerts indépendants, ce qui me tenait occupé et m'aidait à augmenter mes économies. Je pensais que j'avais enfin le contrôle de ma vie. Mais, bien sûr, rien ne reste parfait longtemps. Un après-midi, j'étais assis dans mon bureau à domicile, travaillant sur quelques concepts pour un nouveau client, lorsque j'ai entendu frapper à la porte. Je n'attendais personne, mais j'ai pensé que ce pourrait être une livraison ou l'un des voisins. Ma maison était dans un quartier calme de la ville, donc je n'avais pas beaucoup de visiteurs. J'ai ouvert la porte sans y penser à deux fois, et mon cœur s'est presque arrêté quand j'ai vu qui était là. C'était ma mère. Je ne l'avais pas vue depuis des années, pas depuis que j'avais quitté la maison après l'université. Elle avait l'air plus vieille, plus hagarde que dans mes souvenirs, mais ses yeux avaient toujours la même lueur froide et contrôlante qui me terrifiait enfant. Pendant une seconde, je suis restée là, figée, sans savoir quoi faire. Une partie de moi voulait lui claquer la porte au nez et faire comme si elle n'était jamais venue, mais l'autre partie, la partie de moi qui avait encore peur d'elle, m'a maintenue en place. « Tu vas m'inviter à entrer ou tu vas rester là comme un idiot ?» a-t-elle aboyé, me dépassant sans attendre de réponse. Je l'ai suivie à l'intérieur, l'estomac noué. Ma maison, l'endroit pour lequel j'avais travaillé si dur pour en faire le mien, se sentait soudainement étouffante avec sa présence. Elle a parcouru le salon, regardant tout avec dédain, comme si elle jugeait chaque décision que j'avais prise, chaque meuble que j'avais choisi. « Alors c'est là que tu te caches », a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de mépris. Je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant. Je n'ai rien répondu. Je ne savais pas quoi dire. Mon esprit s'emballait, essayant de comprendre pourquoi elle était ici, ce qu'elle voulait. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis la dernière lettre qu'elle avait envoyée, dans laquelle elle avait menacé de venir me chercher.
Je pensais qu'elle avait abandonné après que je n'ai pas répondu, mais je l'avais clairement sous-estimée. Elle s'est tournée vers moi, les bras croisés, un sourire suffisant sur les lèvres. Je ne vais pas perdre de temps, alors allons droit au but. Tu me dois. J'ai cligné des yeux, confus. Tu dois? Pourquoi? Pour tout, a-t-elle crié. Pour t'avoir élevé, pour avoir supporté ton comportement ingrat, pour tous les sacrifices que ton père et moi avons faits pour toi. Et maintenant, après tout ce que nous avons fait, tu t'enfuis, tu achètes une maison et tu fais comme si nous n'existions pas, comme si nous n'étions rien pour toi. Je pouvais sentir mes mains trembler, mais je les ai serrées en poing, essayant de rester calme. Je ne te dois rien, ai-je dit, ma voix plus basse que je ne le voulais. J'ai travaillé pour ça. J'ai construit cette vie pour moi-même. Tu ne peux pas me l'enlever. Son sourire s'est élargi, mais ce n'était pas agréable. C'était le sourire de quelqu'un qui savait qu'il t'avait coincé. Oh, mais je peux, et je le ferai. Voici ce qui va se passer, tu vas me donner cette maison, chaque centime des 170 000 $ qu'elle vaut, et en retour, je te pardonnerai de nous avoir abandonnés. C'est le moins que tu puisses faire, compte tenu de tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. L'audace de sa demande était stupéfiante. Tu veux que je te donne ma maison? Ai-je demandé avec incrédulité. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis parfaitement sérieuse, a-t-elle dit, sa voix glaciale. Cette maison, où je vais te rendre la vie impossible. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ma propre mère, debout dans ma maison, exigeant que je lui donne tout ce pour quoi j'avais travaillé, comme si c'était son droit de me l'enlever. La colère qui avait mijoté sous la surface pendant des années a finalement débordé. J'avais passé toute ma vie à me soumettre à sa volonté, à la laisser me contrôler, me manipuler. Mais plus maintenant. Pas cette fois. Non, ai-je dit fermement, ma voix plus forte que prévu. Tu n'auras pas ma maison. Tu n'obtiendras rien de moi. Tu as déjà assez pris. Son visage s'est tordu de rage, et pendant un instant, j'ai pensé qu'elle pourrait réellement me frapper. Mais au lieu de cela, elle a ricané. Tu vas le regretter. Je vais m'en assurer. Et sur ce, elle s'est retournée et est sortie en trombe de la maison, claquant la porte derrière elle. Je suis restée là pendant un long moment, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Je pensais que ce serait la fin, qu'elle retournerait dans le trou d'où elle était sortie et me laisserait tranquille. Mais, comme toujours, j'avais sous-estimé jusqu'où ma mère était prête à aller pour obtenir ce qu'elle voulait. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une citation à comparaître par la poste. Ma mère me poursuivait en justice. Elle affirmait que je l'avais fraudée d'une manière ou d'une autre, que l'argent que j'avais utilisé pour acheter ma maison était légitimement le sien et qu'elle y avait droit. Le procès était absurde, mais le fait qu'elle l'ait réellement intenté m'a secoué jusqu'au cœur. Je ne pouvais pas croire que ma propre mère était prête à me traîner devant les tribunaux pour quelque chose d'aussi ridicule. J'ai immédiatement contacté un avocat, une femme nommée Karen qui m'avait été fortement recommandée par un ami. Karen était une personne sensée, vive et directe, et après lui avoir expliqué la situation, elle n'a pas mâché ses mots. « Ta mère n'a aucune chance », a-t-elle dit, feuilletant les documents que l'avocat de ma mère avait déposés. « C'est du vol d'argent flagrant, pur et simple. Nous allons nous battre et nous allons gagner. » Je voulais la croire, mais une partie de moi ne pouvait pas se débarrasser de la peur que ma mère trouve un moyen de me ruiner. Elle avait toujours été douée pour obtenir ce qu'elle voulait, et l'idée de l'affronter au tribunal me terrifiait. La bataille juridique qui a suivi a été l'expérience la plus épuisante et la plus éprouvante émotionnellement de ma vie. L'avocat de ma mère, un type louche nommé Bob McCarthy, a clairement indiqué dès le départ qu'il n'était pas intéressé par un règlement. Il voulait faire traîner les choses, me faire souffrir. Et ils ont réussi. Chaque fois que je pensais que nous faisions des progrès, il jetait une autre affirmation ridicule dans le mélange, nous forçant à passer plus de temps et d'argent à la combattre. Ma mère a joué la carte de la victime à chaque occasion, prétendant que je l'avais manipulée, que j'avais profité de sa gentillesse et qu'elle n'était qu'une pauvre vieille femme qui essayait de récupérer ce qui lui revenait de droit. C'était exaspérant, et il y a eu des moments où j'ai eu l'impression de devenir fou. Mais Karen m'a maintenue ancrée. Elle était implacable, démantelant chaque argument qu'il présentait et exposant les mensonges pour ce qu'ils étaient. Le procès lui-même a été un cirque. Ma mère est montée à la barre, sanglotant sur la façon dont je l'avais abandonnée, comment je l'avais trompée pour qu'elle me donne de l'argent, ce qui ne s'est jamais produit, soit dit en passant, et comment elle essayait juste d'obtenir justice. Je me suis assis là, l'écoutant tisser cette toile de mensonges, me sentant pris au piège dans une sorte de cauchemar. C'était surréaliste de voir la femme qui m'avait tourmentée toute ma vie essayer maintenant de me détruire devant une salle d'audience pleine d'étrangers. Mais le pire, c'est quand mon père a été appelé à la barre. Je ne l'avais pas vu depuis encore plus longtemps que ma mère, et quand il est entré dans la salle d'audience, j'ai eu l'impression que tout l'air avait été aspiré de la pièce. Il avait l'air plus vieux, plus faible que dans mes souvenirs, et pendant un bref instant, j'ai ressenti une pointe de sympathie pour lui.
Mais ensuite il a ouvert la bouche, et toute cette sympathie a disparu. Il a témoigné que j'avais toujours été un enfant à problème, que je n'avais jamais apprécié ce qu'ils avaient fait pour moi et que j'étais devenue incontrôlable depuis que j'avais quitté la maison. Il a affirmé qu'il m'avait soutenu financièrement pendant l'université, un autre mensonge, et que je leur devais tout ce que j'avais. C'était comme regarder un étranger. Cet homme, qui avait été si absent de ma vie, était maintenant là, debout, tordant le couteau que ma mère m'avait déjà planté dans le dos. Mais Karen était prête. Quand ce fut son tour d'interroger mon père, elle a démantelé son témoignage pièce par pièce. Elle a présenté des relevés bancaires, des courriels et d'autres preuves qui contredisaient directement tout ce qu'il avait dit. Au moment où elle eut terminé, il était clair pour tous dans cette salle d'audience que mes parents n'étaient rien de plus que des menteurs opportunistes qui essayaient d'extorquer leur propre fils. Le procès a duré des semaines, et il y a eu des moments où j'ai pensé que je ne pouvais plus le supporter. Le stress était insupportable, et j'ai commencé à avoir des crises de panique, ce qui ne m'était pas arrivé depuis des années. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas me concentrer sur le travail, et j'étais constamment sur le fil du rasoir, attendant le prochain coup. Mais malgré tout, je me suis accrochée à une pensée, je n'allais pas les laisser gagner. Pas cette fois. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, le verdict est tombé. J'ai gagné. Le juge a statué en ma faveur, rejetant toutes les demandes de ma mère pour manque de fondement et lui ordonnant de payer mes frais juridiques. C'était une victoire, mais ça ne l'a pas semblé. J'étais épuisée, émotionnellement vidée, et même si j'étais soulagée que le cauchemar soit enfin terminé, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment de trahison. Mes propres parents avaient essayé de me ruiner, de me prendre tout ce pour quoi j'avais travaillé. Et pourquoi? De l'argent? Du contrôle? Je ne comprendrais jamais leur motivation, et je savais que je n'obtiendrais jamais de fermeture de leur part. Après le procès, ma mère a de nouveau disparu. Elle est retournée d'où qu'elle vienne, et je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis. Une partie de moi attend toujours que l'autre chaussure tombe, qu'elle essaie quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, il semble qu'elle est enfin abandonnée. Quant à moi, j'essaie d'avancer. Ce n'est pas facile, et il y a des jours où le poids de tout cela semble encore trop lourd à porter. Mais je le prends un jour à la fois, en essayant de me concentrer sur la vie que j'ai construite pour moi-même, la vie qu'ils ont essayé de me prendre. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais une chose, je ne les laisserai plus jamais me contrôler. Bonjour Reddit, je n'ai jamais pensé que je reviendrais écrire ici, mais la vie a une façon de vous lancer des balles courbes, et en ce moment, j'essaie de traiter tout ce qui s'est passé. Si vous avez lu mes messages précédents, vous savez que les choses avec ma famille ont toujours été compliquées, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais après le procès avec ma mère, je pensais que j'en avais enfin fini. Je pensais que je pouvais passer à autre chose. J'aurais pas pu plus me tromper. Je suppose que je devrais juste plonger et vous dire ce qui s'est passé. Quelques mois après avoir gagné le procès contre ma mère, la vie a commencé à redevenir normale. J'avais enfin mis le cauchemar derrière moi, et j'essayais de me concentrer sur le travail et de vivre une vie tranquille. Je ne m'attendais pas à avoir de nouvelles de mes parents, et honnêtement, je ne pensais plus à eux. J'avais ma propre vie à vivre, et je faisais de mon mieux pour avancer. Mais ensuite, une nuit, tout a changé. C'était un vendredi soir, et je venais de terminer une longue semaine de travail. Je m'en souviens si clairement parce que j'attendais avec impatience le week-end. J'avais prévu de rencontrer des amis, peut-être de prendre un verre et de me détendre. J'étais assis dans mon salon, regardant la télévision, quand j'ai entendu un fort coup à la porte. Au début, j'ai pensé que c'était juste un de mes voisins, peut-être en train de demander quelque chose. Mais dès que j'ai ouvert la porte, mon cœur s'est effondré. C'était mon père. Il se tenait là, me regardant avec une expression de pure rage sur le visage. Je ne l'avais pas vu depuis le procès, et je ne m'attendais pas à le revoir, surtout pas comme ça. Il avait l'air rude, débraillé, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Ses vêtements étaient froissés et sales. Ses yeux étaient sauvages, remplis d'une rage que je n'avais jamais vue auparavant. Avant que je puisse dire un mot, il s'est introduit à l'intérieur. Il criait quelque chose sur la façon dont j'avais manqué de respect à ma mère, comment j'avais ruiné la famille en la poursuivant en justice et en gagnant l'affaire. Il n'arrêtait pas de dire que je n'avais pas le droit de prendre ce qui était à eux, et que je les avais humiliés. Ses paroles sortaient si vite et si décousues que je pouvais à peine le comprendre, mais je pouvais sentir la tension dans l'air, le danger. J'ai essayé de le calmer, de lui dire de partir, mais il n'écoutait pas. Sa rage était si intense que je savais que ce n'allait pas être juste une conversation animée. Il voulait du sang. Avant que je ne sache ce qui se passait, il s'est jeté sur moi. Son poing s'est connecté avec le côté de mon visage, me faisant tomber en arrière. J'ai heurté le sol durement, et pendant un moment, j'ai été étourdie, essayant de comprendre ce qui se passait. Mais avant que je ne puisse me relever, il était sur moi, ses poings qui volaient. J'ai essayé de me défendre, mais il était implacable. C'était comme si toutes les années de colère et de ressentiment refoulés qu'il avait gardées en lui se déchaînaient enfin. Je me souviens de la douleur, aiguë,
brutale, écrasante. Ses poings atterrissaient coup après coup, et je pouvais sentir mes côtes se fissurer, mon visage gonfler, le goût du sang remplir ma bouche. Je n'étais pas de taille pour lui. Il était plus grand, plus fort, et complètement hors de contrôle. Je ne sais pas combien de temps l'attaque a duré. Cela a semblé une éternité, mais en réalité, il ne s'est probablement écoulé que quelques minutes avant que mes voisins, entendant le vacarme, n'appellent la police. Au moment où ils sont arrivés, j'étais à peine conscient. Mon père criait toujours, debout au-dessus de moi comme s'il était prêt à terminer le travail. La police a dû le tirer physiquement de moi, et même alors, il se débattait, criant que je les avais trahis, que je méritais ce qui m'arrivait. La dernière chose dont je me souviens avant de m'évanouir, ce sont les lumières rouges et bleues clignotantes et le bruit des menottes se fermant autour de ses poings. Je me suis réveillée à l'hôpital, tout mon corps endolori comme si j'avais été heurtée par un camion. Ma vision était floue, et il m'a fallu quelques instants pour comprendre où j'étais. J'ai essayé de bouger, mais la douleur m'a traversé la poitrine et les bras, et j'ai gémi involontairement. Une infirmière est apparue à mes côtés, son expression compatissante mais professionnelle. « Vous avez de la chance d'être en vie », a-t-elle dit, ajustant la perfusion intraveineuse connectée à mon bras. « Vous avez de multiples fractures, côtes, bras, et vous avez des blessures assez graves au visage. Mais vous êtes stable maintenant. Vous allez vous en sortir. » J'ai voulu lui demander ce qui s'était passé, mais les souvenirs m'ont envahi avant même que je puisse former les mots. Mon père, l'attaque, la police. J'ai essayé de m'asseoir, mais la douleur était trop forte. L'infirmière m'a doucement repoussée. « Vous avez besoin de repos ?» a-t-elle dit. « Vous n'irez nulle part avant un moment. » Au cours des jours suivants, l'étendue de mes blessures est devenue claire. J'avais 3 côtes cassées, un bras gauche fracturé, une commotion cérébrale et de nombreuses coupures et ecchymoses sur tout le visage et le corps. Les médecins m'ont dit que j'aurais besoin de semaines, voire de mois, de physiothérapie pour me rétablir complètement. Mais le pire n'était pas la douleur physique, c'étaient les dommages émotionnels. Mon propre père m'avait fait ça, et je ne pouvais pas le comprendre. La police est venue à l'hôpital pour prendre ma déclaration. Ils m'ont dit que mon père avait été arrêté pour coups et blessures et voies de fait graves, et qu'il était détenu en attendant son procès. Ils m'ont également informé qu'il avait des antécédents de comportements violents dont je n'étais pas au courant. Apparemment, après mon départ de la maison, les choses avaient empiré entre lui et ma mère, et il y avait eu plusieurs incidents de violence domestique qui n'avaient jamais été signalés. J'étais sous le choc. J'avais toujours su que mon père était un homme froid et distant, mais je n'avais jamais imaginé qu'il soit capable de quelque chose comme ça. Le fait qu'il ait été violent envers ma mère après mon départ n'a fait qu'ajouter une autre couche de culpabilité au désordre que je ressentais déjà. Les journées à l'hôpital se sont prolongées. J'entrais et sortais de la chirurgie pour réparer les dommages à mon bras et à mes côtes, et la douleur était constante. Les médecins m'ont donné des analgésiques, mais rien ne semblait atténuer la douleur émotionnelle. Je n'arrêtais pas de repenser à ce qui s'était passé, à la façon dont ma vie avait basculé en quelques minutes. Je pensais que j'étais enfin libre de mes parents, mais maintenant, j'avais l'impression qu'ils m'avaient ramené de force dans leur monde toxique, et je ne savais pas comment m'échapper. Le procès est arrivé plus vite que je ne le pensais. Mon père, maintenant un homme que je reconnaissais à peine, risquait une peine de prison importante pour ce qu'il m'avait fait. Le procureur, une femme vive et déterminée nommée Rachel Matthews, était implacable dans sa poursuite de la justice. Elle a brossé un tableau clair d'un homme rongé par la colère et la jalousie, un homme qui avait laissé sa propre amertume le conduire à la violence. Mon avocate, Karen, était à mes côtés à chaque étape du processus. Elle avait géré l'affaire de ma mère, et maintenant elle était tout aussi déterminée à mener celle-ci à son terme. Elle était devenue plus que mon avocate, elle était l'une des rares personnes en qui j'avais pleinement confiance. Elle connaissait l'histoire de ma famille, elle connaissait les dommages qu'il m'avait causés au fil des ans, et elle n'allait pas laisser mon père s'en tirer comme ça. La salle d'audience était tendue pendant le procès. Mon père était assis en face de moi, ses yeux brûlants de haine, et je n'ai pas pu m'empêcher de me demander s'il avait toujours été comme ça, ou si quelque chose avait changé en lui au fil des ans. Quoi qu'il en soit, l'homme assis là n'était pas le père avec lequel j'avais grandi. C'était un étranger, et je n'ai rien ressenti d'autre qu'une profonde et vide tristesse en le regardant. Les preuves étaient accablantes. La police avait des photos de mes blessures, des dossiers médicaux détaillant l'étendue des dommages et le témoignage de mes voisins qui avaient entendu l'attaque et appelé le 911. L'avocat de la défense de mon père a essayé de faire valoir que c'était un moment de folie temporaire, qu'il avait été poussé à bout par le stress du procès et sa relation brisée avec ma mère. Mais personne ne l'a cru, ni le jury, ni le juge, et certainement pas moi. J'ai dû monter à la barre et raconter l'attaque en détail. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites, me tenir là devant une salle d'audience pleine de gens, parlant de la façon dont mon propre père avait essayé de me battre à mort. Mais je l'ai fait. J'ai dit la vérité, chaque détail douloureux, et quand j'ai eu fini, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement, comme si je laissais enfin aller quelque chose qui m'avait pesé pendant des années.
Le procès a duré quelques semaines, et à la fin, le verdict était exactement ce à quoi je m'attendais. Mon père a été reconnu coupable de coups et blessures et de voies de fait graves. Il a été condamné à plusieurs années de prison, et alors que j'étais assis là dans la salle d'audience, le regardant être emmené menotté, je me suis senti vide. Je pensais que je ressentirais un sentiment de fermeture, mais au lieu de cela, il n'y avait qu'un vide profond et douloureux. Cela fait quelques mois depuis le procès, et je suis toujours en convalescence physique et émotionnelle. Les médecins disent que je fais de bons progrès, mais je ne suis pas sûre de quand, ou si, je guérirai complètement de tout ce qui s'est passé. Les cicatrices, à la fois sur mon corps et dans mon esprit, sont toujours là, et j'apprends à vivre avec. J'ai commencé à suivre une thérapie, ce qui m'a aidé plus que je ne le pensais. Ma thérapeute, une femme gentille nommée Sarah, m'a aidé à surmonter une grande partie de la colère et de la culpabilité que je portais. Elle m'a aidé à comprendre que ce qui m'est arrivé n'était pas de ma faute, que je ne méritais rien de tout cela et qu'il est normal de ressentir ce que je ressens. C'est un processus lent, mais j'y arrive. Quant à mon père, je ne sais pas si je le reverrai un jour. Une partie de moi espère que non. J'ai coupé tous les liens avec mes parents, et je n'ai pas l'intention de jamais revenir sur cette partie de ma vie. Je me concentre sur la construction de quelque chose de mieux pour moi-même, quelque chose qui ne soit pas lié à la douleur et au traumatisme de mon passé. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais pour la première fois depuis longtemps, je commence à ressentir de l'espoir. Je commence à croire que peut-être, juste peut-être, je peux enfin passer à autre chose et laisser tout cela derrière moi. Merci d'avoir écouté, Reddit. Cela a été un sacré voyage, et je suis reconnaissant à vous tous qui m'avez accompagné. Je ne sais pas ce qui va suivre, mais je sais une chose, je ne laisserai plus mon passé me définir. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. À bientôt!